Bienvenue à tous sur RTV, bienvenue dans ce numéro de votre émission On en discute. On va parler aujourd'hui du phénomène Éric Zemmour, de ce que ça dit sur notre société, sur cette campagne présidentielle maintenant. On peut dire qu'elle est entamée. Et je vais en discuter avec mes invités. Donc j'ai à ma droite Jamel Guessoum, vous êtes le directeur de l'INFM, Centre de recherche en sciences sociales, et ancien candidat aux élections législatives algériennes. Bienvenue Jamel, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Mathias Leboeuf, vous êtes journaliste et philosophe. Et Adil Farkan, vous êtes également journaliste à Beurre FM et à Sud Télévision. Télésud, pardon. Absolument. Télésud, très bien. Pas de souci, ravi. Magnifique. Écoutez, messieurs, voilà, il y a est-ce qu'on peut parler de phénomène d'abord? Est-ce que quand je prononce ce mot, phénomène Éric Zemmour, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Si on rattache, si on va dans la poursuite de ce qualificatif, je dirais oui, un phénomène social et qui peut s'expliquer socialement. Et oui, on peut parler de phénomène parce que, en finalité, j'estime que le phénomène social Éric Zemmour n'est que le symptôme d'une maladie. Ce n'est pas forcément la maladie en elle-même, mais en tout cas, c'est à travers ces symptômes que l'on peut évidemment analyser le contexte français à travers les thématiques qu'il impose au débat français et bien au-delà sur la question de l'élection présidentielle. Mais le fait d'en parler justement est en soi un phénomène, je crois que Nader. Le fait d'en parler en permanence, c'est-à-dire qu'il y a cette omniprésence dans les médias, y compris vous-même ici, le fait d'en parler, le fait d'avoir cette chose zémourienne qui revient en permanence dans les écrans de télévision, dans les radios. Donc, si vous voulez, c'est comme cette petite chanson qu'on martèle en permanence, et cela le rend phénomène. Donc, en réalité, ce n'est pas un phénomène, c'est nous qui le rendons média, en tout cas, là, la chose médiatique, on rend le Zemmour un phénomène médiatique. Il faut le voir comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Donc, je pense que c'est nous qui façonnons, en quelque sorte, d'accord, ce Zemmour, cet Éric Zemmour. Parce qu'en réalité, en dehors de ça, on ne peut pas parler, on ne peut pas considérer que lui-même, le personnage, est un phénomène Zemmour. Franchement, non. Mathias Leboeuf, est-ce que ça voudrait dire que notre société, notre monde, alors, aujourd'hui, ici, maintenant, a façonné ce phénomène parce qu'il en avait besoin? Je ne sais pas si c'est notre monde. Phénomène, oui, il y a un phénomène. Il n'est pas nouveau d'ailleurs, parce que le phénomène, ça fait 6-8 mois qu'il est quand même en gestation. Mais c'est un phénomène. La question, c'est quel type de phénomène c'est. Est-ce que c'est un phénomène médiatique? Ça, c'est sûr. Et depuis maintenant 1 an, sur CNews, c'est quand même le seul personnage journaliste qui avait une émission où, en gros, c'était Éric Zemmour face au monde. Alors, tout le monde était convoqué pour débattre avec Éric Zemmour et il avait une tribune ouverte en permanence, 1 heure tous les soirs sur CNews. Donc là, il y a un phénomène, effectivement, phénomène médiatique incontestablement dans cette rentrée politique, puisqu'il truste finalement toutes les émissions, toutes les couvertures, tous les débats. Après, est-ce que c'est un phénomène politique vraiment ancré, ou est-ce que c'est une bulle médiatique qui va exploser? Ça, c'est la vraie question. Ouais, mais quand on a quelqu'un qui, maintenant, ça a dépassé un peu les médias, puisqu'on parle de sondage, en vue d'une élection présidentielle. C'est trop tôt. Passer à la télé, c'est pas très compliqué, surtout quand on s'appelle Éric Zemmour et que derrière, on a CNews et puis qu'on a tous les relais dans les médias. La bulle médiatique, elle est là, c'est certain. Après, faire une campagne présidentielle, c'est long. Ouais. Ça demande pas mal d'argent, ça demande une équipe. Et puis, il y a plein de pièges. C'est-à-dire que pour l'instant, alors c'est bien pour ça d'ailleurs que pour l'instant, il n'est pas candidat, mais on l'a vu un peu. Et qu'il ne le sera peut-être jamais. Et qu'il ne le sera peut-être jamais. Probablement jamais. Moi, je pense qu'il ne le sera pas. On a bien vu que quand on a commencé à le truster sur des sujets, et notamment sur des sujets économiques ou sur des sujets un peu de sanitaire, par exemple la crise sanitaire, là, on est dans un espèce de grand vide. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu une interview avec Jean-Jacques Bourdin où il ne veut pas répondre, quoi. Je ne crois pas. Franchement, il maîtrise ses sujets. On peut dire ce qu'on veut du personnage. On a, ce qui se dégage, ce qui se véhicule, évidemment, au travers de ce qu'il raconte. Et puis même, il n'est peut-être certes pas en campagne, parce qu'il n'est pas déclaré officiellement candidat, mais il maîtrise quand même tout de même sujet. Admettons, cas de figure, il se retrouve face à Emmanuel Macron, d'accord, si les sondages le prédisent. Je pense que, attention,
il ne faut pas à ce moment-là négliger que Éric Zemmour se retrouve propulsé président de la République. C'est pas exclu, parce que c'est quand même quelqu'un qui, on peut dire ce qu'on veut, est quand même bon orateur, d'accord, excellent orateur même, évidemment avec sa casquette de journaliste, et puis surtout, il maîtrise ses dossiers. Il les maîtrise. Je ne suis pas en train de défendre Zemmour, mais il les maîtrise, ces dossiers. Jamel, je vais vous dire une chose. Jamel. Il vous paraît comme ça un peu loufoque, mais il les maîtrise. Moi, j'irais plus dans le sens de Mathias. Effectivement, parce qu'à partir d'un certain moment, la bulle médiatique, le phénomène, moi ce que j'appellerais le phénomène social, va se trouver confronté à une réalité politique où il va falloir effectivement aborder toutes les thématiques qui sont abordées depuis des décennies, l'économie, le social, l'international. Et là, ça devient compliqué. Où là, je pense que ça va devenir compliqué. Et je termine. Je pense que plus il retardera l'annonce de son élection, Nader dit qu'il ne sera pas candidature. Et je pense... C'est un lapsus, c'est ça. C'est un lapsus révélateur. Mais je pense qu'effectivement, que le jour où il déclarerait au conditionnel sa candidature, il va rentrer dans un espace complètement différent qui répondra à des critères, un référentiel qui n'est pas celui de la bulle médiatique. Non, absolument pas. Mathias, comment, juste pour aller dans... Non, d'ailleurs, il a peaufiné son équipe. Non, mais dans le sens de, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut dire qu'il maîtrise, qu'il peut maîtriser des dossiers aussi, parfois encore plus, on est à une époque qui est quand même très intéressante et même inquiétante, de quelqu'un qui, semble-t-il, a passé sa vie, ou bien dans des bibliothèques, et c'est pour ça qu'il est fort en citation, c'est parce qu'il a passé une bonne partie de sa vie dans des bibliothèques, ou alors dans des rédactions de journaux et de télévision. C'est pas comme ça qu'on connaît le monde. C'est pas comme ça qu'on apprend à lire le monde dans sa complexité. Alors non. Mathias, pardon. Non, moi je voulais juste dire une chose, c'est qu'en fait, pour faire la synthèse entre tous les deux, je ne crois pas qu'il soit encore prêt. Mais je pense qu'en revanche, s'il doit se déclarer, il le saura. C'est-à-dire qu'il fera tout pour l'être. Parce qu'on est en fait sur un tour de chauffe là. Alors ce serait peut-être ça le bon moment, j'attends le bon moment. On est sur un tour de chauffe, il rentre sur le ring, il commence à prendre des coups. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une interview avec Jean-Jacques Bourdin où il était un peu... on sentait qu'il était moins prêt, moins préparé que ce qu'il aurait aimé donner comme image. Donc, mais une chose est sûre, c'est que s'il doit y aller, il sera prêt. Parce que c'est pas un amateur. Et puis c'est pas un amateur. D'ailleurs, il a encore plus récemment, depuis quelques jours, peaufiné son équipe. Donc on le voit bien. Il a renforcé ses équipes. Donc ça veut dire qu'il s'est adossé de spécialistes justement de la question, de la chose politique. Moi, très honnêtement, je ne suis ni anti-Zemmour, mais je peux lui accorder et lui reconnaître quand même une certaine qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Laquelle Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est la voix des sans-voix. D'accord. Il est devenu, par la force des choses, c'est une belle formule, la voix des sans-voix. Des sans-voix. Mais en France, on vote. Il sort de ce sérail politique. Ouais, mais il incarne cette nouvelle façon de... Ce serait le candidat anti-système. Il fait anti-système. Il incarne... Il fait ou il est? Il l'est. Il vient du système. Il est anti-système. Il vient du système. Parce qu'il n'a jamais endossé la casquette d'un politicien. C'est pas un politique. C'est un mec de la société civile, rappelons-le. Il est journaliste. Donc il n'a jamais fait de politique de la vie. Donc, en quelque sorte, c'est un nouveau souffle dans la politique. Pourquoi il y a un effet Zemmour? Vous parlez de phénomène en début d'émission. Pourquoi il y a un phénomène Zemmour? Pourquoi il y a cet intérêt pour Zemmour? Parce que d'abord, il est la voix des sans-voix. Gilets jaunes et tous les autres, etc. Il va même siphonner des voix auprès de Marine Le Pen. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, les sondages, il vient tacler, il est devant, ou j'allais dire tacler Marine Le Pen, mais vous avez raison, il est devant Marine Le Pen quand même. Donc ce qui veut dire que la France, ça parle. Ce que dit Éric Zemmour, ça lui parle, parce qu'il est brut de décoffrage. Il incarne cette nouvelle France, parce que la France en a marre de toutes ces politiques qui sont dans la démagogie, vous voyez, dans le truc, dans le plat, tout réchauffé, etc., qui arrive. Et quand je dis que c'est la voix des sans-voix aujourd'hui, il apporte cette nouvelle fraîcheur dans le paysage politique. J'ai l'impression que vous parlez de Macron en 2017. Non, pas du tout. J'ai l'impression. C'est cette nouvelle fraîcheur. Mais Jamel, la question, je vous la pose à tous, bien évidemment. Et je ne suis pas pro-Zemmour. Non, mais bon, je fais un constat. Vous avez le droit. Non, mais Adil, il n'y a pas de souci. Ça dit forcément des choses. Qu'il soit à 17%, ça dit forcément des choses. Mais est-ce que
il n'y a pas une espèce de... Vous savez, c'est très facile à un moment donné, j'en ai marre, je renverse la table. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique et c'est pas comme ça qu'on peut diriger un pays enfin un pays comme la France, hein, qui a des intérêts dans le monde entier, qui est une grande puissance mondiale. C'est pas en renversant la table, c'est pas je vais tout casser, je vais tout vous dire. Mais ça, c'est le côté rationnel des choses. Ouais. Oui, mais il faut un peu de rationalité. Justement, Éric Zemmour dit le contraire, que la France a perdu de son aura et que la France a perdu et qu'il est temps qu'aujourd'hui la France retrouve sa stature mondiale. Le monde a beaucoup changé. Adil a posé une question qui est intéressante, c'est pourquoi il y a un phénomène Zemmour. Et moi, je pense pas qu'il soit la voix des sans-voix. Parce que finalement, Zemmour, il représente qui? 17% Mathias. Oui, la voix des sans-voix, je n'ai pas entendu représenter les sans-papiers. Je suis d'accord, mais en fait, pourquoi il y a un phénomène Zemmour? C'est ça la vraie question. Il y a un phénomène Zemmour tout simplement parce qu'il y a un énorme appel d'air à l'extrême droite. Ouais. Marine Le Pen, depuis 6 ans, essaye de notabiliser l'anciennement Front National, qui est devenu le Rassemblement National. Et depuis les dernières élections présidentielles, on voit bien qu'il y a une espèce de flottement, qu'elle a un peu perdu du leadership et qu'elle a gommé tout ce qui pouvait se présenter comme des aspérités. Elle a dédiabolisé l'ancien Front National pour en faire quelque chose. Elle le paye aujourd'hui. Et oui, elle le paye aujourd'hui, parce que la parole libérée et complètement décomplexée d'Éric Zemmour vient... Éric Zemmour, il prend des voix à qui ? Il prend des voix aux identitaires. Tous les identitaires sont derrière Éric Zemmour. Il prend des voix à la France catholique, Fillon très la droite dure, notariale, et voilà quoi. Et il séduit assez bizarrement un certain nombre de jeunes. L'extrême droite que représente Éric Zemmour, c'est la droite de Marion Maréchal Le Pen. C'est cette droite-là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, pardonnez-moi de vous interrompre. Non, bien sûr. Éric Zemmour, je pense, et j'ai l'intime conviction que Éric Zemmour est porté par Maréchal. Oui, mais ça c'est indéniable. Pourquoi? Parce que tous les spécialistes entendent, et exactement, Mathias, est présidentiable dans les années à venir. Je pense que dans 5 ans, c'est Marion Maréchal Le Pen. C'est son Jean-Baptiste alors, il la précède. D'accord. Donc il est en train de préparer le terrain prépare le chemin. pour Marion Maréchal Le Pen. Il est en train de lui préparer le terrain. Et en préparant le terrain, il est en train de préparer les mentalités, d'accord, justement à les conditionner pour dans 5 ans ou dans 10 ans. D'accord. D'ailleurs, on le sait. Alors, elle a commencé à se préparer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. En tout cas, c'est la même famille, c'est les mêmes réseaux. Et Marion Maréchal... Un peu pétainiste, un peu... Non, c'est identitaire. Il veut quand même réhabiliter le maréchal Pétain. S'il est président, les livres d'histoire, les contenus des livres d'histoire au lycée vont changer un petit peu. Le maréchal Pétain sera présenté autrement. Il a ses marottes et puis effectivement, il a ces espèces de paradoxes parce qu'à la fois, effectivement, il réhabilite Pétain, il a des thèses sur Pétain. La France qu'il présente est un peu une France pétainiste d'ailleurs, mais il a des thèses sur Pétain, notamment sur le rôle que Pétain a pu avoir vis-à-vis des Juifs. Bon, on en parlera peut-être en cours d'émission. Et puis, en même temps, il dit, mais attention, moi, ma France, c'est la France de De Gaulle. Il n'y a pas très longtemps, il a dit, moi, j'aurais été le candidat du RPR. Enfin, il mélange tout, il brouille les cartes. Mais ça, c'est son jeu. Non, je crois pas qu'il brouille les cartes. Non, je suis pas, franchement, je suis pas d'accord. Non, au contraire. Il est en train de jouer le rôle d'incarner cette nouvelle droite. Comme Le Pen, vous l'avez dit, Mathias, il ne remplit plus. Tout à l'heure, vous avez dit, Jamel, que, effectivement, tout à l'heure, Jamel, vous avez dit que ça me renvoie à cette image d'Emmanuel Macron et cette nouvelle fraîcheur. Oui, certainement. Sauf que Éric Zemmour, aujourd'hui, va incarner cette nouvelle voie de droite, conservatrice, souverainiste. Il veut être en quelque sorte, Nader, le nouveau De Gaulle. Il n'en a pas la stature, mais il veut incarner le nouveau De Gaulle. C'est ce qu'il veut, en tout cas dans sa tête, dans son physiquement, il lui ressemble un petit peu. Jamel, alors il y a quand même, une espèce de... Voilà, quand on arrive, vous parlez de dossier, de concret, Zemmour et l'Algérie. Justement, il en parle beaucoup lui-même. Il en parle beaucoup. Justement, alors, sur cette question, je pense tout d'abord à un constat objectif. Depuis, je fais un peu un retour de 62 à aujourd'hui en 30 secondes pour expliquer en quoi Emmanuel Macron est tombé un peu dans le piège tendu par Éric Zemmour sur la question mémorielle entre l'Algérie et la France. Aucun président
de la République française depuis 1962 n'a tenu les propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron jusqu'à remettre en question la nation algérienne. Je n'évoquerai pas la question politico-militaire, etc., qui est un autre sujet. Il a été maladroit. Mais justement, c'est là l'erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas... Il reconnaît sa maladresse. Non. Sur France Inter, il l'a dit face à la Salamé. Dire que c'est une maladresse, c'est se tromper complètement. C'est-à-dire qu'il veut faire comme Macron l'a fait en 2017 avec Marine Le Pen, comme tous les chefs d'État ont fait. Et ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que depuis 1962, aucun président de la République ne s'est permis de faire cela. Depuis 1981, depuis François Mitterrand, tous les chefs d'État français qui ont aspiré à être prétendants à l'Élysée, donc prétendants auparavant, se sont rendus à Alger 2 mois avant chaque élection présidentielle française. Pourquoi ? Parce que le delta qu'il y a entre les 2 tours des élections françaises, 1 500 000 voix à peu près, se trouve en majorité chez les franco-algériens. Et donc, aucun n'a fait cela. L'erreur d'Emmanuel Macron, je vais revenir sur ce thème de maladresse qui me gêne un peu, a tenu ses propos pour tenter de stopper, c'est ce que j'imagine, c'est subjectif ce que je dis, pour tenter de freiner l'avancée d'Éric Zemmour sur le thème de l'Algérie. Votre question était Zemmour et l'Algérie. Justement, de la même manière, il ne considère pas, d'ailleurs c'est là qu'on peut faire le lien, il ne considère pas l'Algérie comme étant une nation avant la colonisation française de 1830. Donc on trouve bien là le lien parfait de contre-feu d'Emmanuel Macron sur ces thèses de « il n'y a pas de nation en Algérie ». D'ailleurs lui-même, Zemmour, il dit l'Algérie française, quand j'y étais moi à l'époque. Oui, il ne parle pas d'Algérie tout court. Justement, et de ce point de vue, il ne s'agit absolument pas d'une maladresse. Il le reconnaît après coup, mais l'erreur est faite parce qu'elle est gravissime et elle unit l'ensemble des Algériens de France et d'ailleurs parce que le président de la République a attaqué la nation algérienne. Il aurait attaqué Abdelmajid Tebboune. Non, on ne peut pas dire ça, il aurait attaqué le régime algérien, les militaires, que ce n'était pas un problème. Mais il a attaqué la nation algérienne comme étant une nation qui n'existait pas avant la colonisation. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, et je vais en terminer par là, ce n'est pas une maladresse. C'est que moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que j'ai dit de toute façon de manière tout à fait officielle sur d'autres télévisions, c'est que je demande et je réitère ma demande auprès des autorités algériennes pour interdire la venue de tous les prétendants à l'Élysée à partir du 1er janvier prochain, Emmanuel Macron y compris, parce qu'on n'insulte pas un pays pour des motifs intérieurs, pour aller se rendre ensuite à Alger, parce qu'il est en train d'organiser son départ à Alger en 2022 pour les élections. Et donc, de ce point de vue, moi, ce que je demande officiellement aux autorités algériennes, je l'ai fait encore ce matin par le canal qui est le mien, d'interdire tout prétendant à l'Élysée de se rendre à Alger du 1er janvier 2022 jusqu'au 2e tour des élections. Comme ça, ils pourront nous insulter comme ils le veulent. Ils ne profiteront pas de cela. Et voici le lien entre Éric Zemmour, en tout cas, et Emmanuel Macron. Mathias, je me tourne vers vous. Chacun d'entre vous, est-ce qu'il est, certains le disent aussi, est-ce que Zemmour est un danger pour la République ? Est-ce que Zemmour est un danger pour la République ? Moi, je ne crois pas personnellement, parce que je pense que ses chances de réussite sont très faibles. Je crois pas qu'il puisse... Quand on sait comment est structurée une élection présidentielle, les réseaux qu'il faut avoir, il ne les a pas. Les structures qu'il faut avoir, il ne les a pas. Les relais. Je le vois pas aller jusqu'au bout. Et surtout Hitler. Oui, non, mais Hitler, c'est différent. La comparaison avec Hitler, Hitler, prenons la comparaison. Hitler, c'est complètement différent parce que Hitler était représentant du NSDAP, qui au passage était plutôt un parti de gauche, c'était un parti de travailleurs. Donc derrière Hitler, il y avait... Ils n'ont pas la même histoire. Il y avait l'assise de tous les travailleurs allemands de l'Allemagne. Et d'une certaine bourgeoisie allemande, Mathias. Oui, non, mais il fallait bien que quelqu'un... D'une grande bourgeoisie. Ah oui, qui avait peur du communisme. Bien plus tard. L'assise, politique, sociologique d'Éric Zemmour, elle n'est pas populaire. Elle n'est pas populaire. Non, c'est la France notariale de Fillon, c'est les jeunes identitaires de valeurs actuelles. Mais le vote
d'extrême droite populaire, il est chez Marine Le Pen. Alors, il va peut-être le siphonner, hein, je dis, c'est possible. À force de vouloir taper sur Éric Zemmour, Mathias, c'est ce que vous créez justement. Non, c'est je tape pas. Moi, il me semble. Hein, je tape pas sur Éric Zemmour. Pour répondre à la question de Nader, est-ce qu'il est dangereux ? Je ne crois pas, parce que mais est-ce que ces idées sont dangereuses ? Oui, les idées sont peut-être plus importantes. Ces idées sont dangereuses et ces idées sont nocives. Et quand on parle d'idées chez Éric Zemmour, c'est ça qui est formidable. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'idées chez Éric Zemmour. Il y en a une quand même. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a deux idées principales. La première idée, c'est que la France serait soumise à un grand remplacement. C'est l'idée qui reprend à Renaud Camus. C'est quoi le grand remplacement ? C'est dire qu'il y a une émigration de peuplement qui est destinée finalement à évider la France de sa population de souche en remplaçant par des populations d'origine, notamment du Maghreb. La grande hantise, c'est ça. La première idée, c'est ça, qui est une idée qui n'a aucune assise démographique, sociologique. C'est un fantasme total. C'est-à-dire que, et la deuxième ? La deuxième, c'est que l'islam n'est pas compatible. Alors, Zemmour ne dit pas avec la République, il dit avec la France. Et pourquoi il dit avec la France ? Parce que la France, c'est la France judéo-chrétienne, alors que la République est laïque. Donc, la deuxième idée, c'est que l'islam n'est pas compatible avec la France. Alors sur l'islam, il va beaucoup plus loin parce qu'il dit qu'il faut mettre les musulmans dans des camps. Il dit qu'il faut faire aux musulmans ce que fit Richelieu aux protestants. Je vous invite à aller voir ce que Richelieu a fait aux protestants. C'est pour ça. Et il l'écrit d'ailleurs, il ne fait pas que le dire, il l'écrit. Donc c'est encore plus... Moi, c'est pour ça que je pense qu'il n'a aucune chance d'aller, ne serait-ce qu'au second tour, pour la bonne et simple raison qu'il n'a aucune solution aux éventuels problèmes qu'il pose. C'est-à-dire que même si on part du principe, je suis d'accord sur le fait que dire Éric Zemmour, c'est contre-productif. Mais justement, si on part du principe qu'on l'écoute et qu'on se dise, OK, sur les problèmes, voilà. Éric Zemmour n'a aucune solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer tous les prénoms. Vous appelez Adil, vous appelez... donc toi, tu t'appelles Éric, et puis toi, tu t'appelles Jean-Michel. On fait quoi ? On débaptise les gens, et puis... On déracine les gens. Et puis les autres, on fait quoi ? On les renvoie dans leur pays d'origine ? Oui, sauf qu'ils sont français. Et qu'est-ce que ça va régler ? C'est du délire. Donc, je pense qu'il y a quand même une erreur je dirais, d'analyse globale, c'est-à-dire qu'on pose les choses et on les décortique de manière, je dirais, rationnelle, avec une forme de rationalité. Or, le peuple français et même tous les peuples ne vont pas interagir forcément de manière rationnelle. Et je pense que l'écart substantiel qu'il y a entre ce côté rationnel que nous pouvons avoir, et Mathias a fait un très bon résumé sur la différence entre les idées et la faisabilité, n'est pas forcément une donnée rationalisée quelque part par les électeurs. Et donc je pense qu'il y a un écart substantiel de ce point de vue qu'il ne faudrait peut-être pas perdre de vue. Adil ? Non, moi je pense que... Alors, il n'est pas un danger pour notre République, ni un danger pour la France. Il peut le devenir en revanche. Pourquoi ? Tout simplement parce que si les sondages aujourd'hui le créditent de 17%, dans quelques mois de 20%, au point même d'ailleurs de le propulser certainement au plus haut sommet de l'État, je pense que là, il peut le devenir. Et là, à ce moment-là, il faudra évidemment, nous-mêmes, nous tous, je pense, se poser les vraies questions. Parce que le danger, il arrive pour le moment. Mais faut-il attendre que le danger arrive ? Non. À tout le monde, il faut s'organiser. Il faut essayer de mettre en place, si vous voulez, c'est pas moi je fais mon boulot en tant que journaliste avec Mathias et d'autres. Voilà, nous on exerce notre métier, on essaye évidemment d'apporter au mieux les informations. Mais les politiques aujourd'hui, pourquoi il y a cet espace ? La gauche n'existe plus. Voilà, la responsabilité, la droite n'existe plus. Le Pen n'existe plus. Marine Le Pen. Marine Le Pen, pardonnez-moi. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus aujourd'hui concrètement. Elle est à Mathias 15%. avait raison. Non mais Mathias a dit quelque chose, a planté un tableau qui était assez, qui reflétait la réalité. Il disait, finalement, elle n'a qu'à ne plus être le Front National qui était censé être nationaliste, souverainiste, etc. Alors justement, c'était ma prochaine question. Non mais justement, c'était ma prochaine. Enfin, je vais la poser maintenant. Elle peut reprendre la main. Oui, non mais en fait, dans sa dernière sortie, Marine Le Pen dit que Zemmour, c'est
la radicalité, donc ça fait parler, c'est sexy, ça fait bouillir, machin, etc. Moi, j'incarne, j'ouvre les guillemets, c'est elle qui parle, j'incarne en fait le réalisme. Alors, est-ce que Zemmour, finalement, puisqu'une campagne, vous l'avez très bien dit tous les trois, c'est long, est-ce qu'il ne lui sert pas aussi, finalement, d'instrument maintenant, nous, le RN, on est un parti sérieux, on prend les choses sérieusement et on n'est pas dans... Pardonnez-moi, deux cas de figure. Non, je vais d'une phrase. Deux cas de figure. La première option, il sert des intérêts, effectivement, c'est possible. Il est en train d'amener un débat, il est en train de... En tout cas, il amène le débat, il est là, il l'amène. Il veut bousculer en tout cas les lignes, il veut bousculer aussi, y compris notre société. Deuxième cas de figure, il se porte candidat. Et là, effectivement, il faut être un vrai animal politique. Pour le moment, il n'a pas la stature d'un animal politique. Il n'a pas la stature, il n'a pas encore endossé. Il est trop professoral encore pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore endossé l'habit d'un véritable animal politique. Celui qui a fait ça pendant toute sa vie, qui a drainé, qui a pris des coups. Prendre des coups, comme le disaient tout à l'heure les deux confrères Jamel et Mathias, attention, c'est violent la politique. C'est très très violent la politique. Et je pense qu'à mon avis, Éric Zemmour n'est pas prêt à prendre des coups. Aujourd'hui, il veut juste installer le débat. Tenez, je vous l'installe, moi. Voilà, la France souverainiste, la France conservatrice, et vous en faites ce que vous voulez, les amis. Débrouillez-vous avec Ciao. ça. Peut-être, non, mais c'est certainement ça aussi. Mais je crois que c'est ça. Je vous l'ai dit, je pense qu'il ne le sera pas. Au service commandé. C'est un lièvre. Ce qui peut se passer, ce qui va être déterminant, c'est la réaction de Marine Le Pen. Et moi, je pense qu'elle a une opportunité, là, très forte, de reprendre la main en redurcissant son discours. C'est-à-dire en revenant aux fondamentaux... Et elle va le faire. Oui, elle l'a déclaré. Bien sûr, elle va le faire. Alors attendez, ce serait quoi pour ceux qui... Elle va revenir sur le thème de... Elle va siffler l'immigration. 2 millions de chômeurs, 2 millions d'immigrés en trop. Voilà, c'est ça. Elle va revenir aux fondamentaux du Front National. Elle est obligée. En remobilisant son électorat. Et je pense que dans ce cas-là, effectivement, préférer l'original à la copie. Oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Front National a énormément d'élus locaux. Et une campagne présidentielle, ça se fait sur tout le territoire de France. Quand vous avez des conseillers régionaux, quand vous avez des maires, des conseillers municipaux, pour rameuter les gens, c'est indispensable ce maillage. D'une phrase, juste pour compléter ce que dit Mathias, c'est qu'Éric Zemmour aujourd'hui, il est en train de donner le ton de la campagne présidentielle, tout simplement, à venir. C'est-à-dire que dans les mois, pardonnez-moi Nader, dans les mois concrètement, nous allons rentrer dans une véritable campagne, lui il donne le ton. Le ton sur quoi? Il l'a dit. L'immigration, les prénoms, c'est volontaire, délibéré, sur l'islam, sur les musulmans français, pas les musulmans... C'est 4 fois la même chose. Exactement. Pareil, et puis, toutes ces thématiques, il veut les installer dans les mentalités, et comme je l'ai dit tout à l'heure, permettre cette petite marteler, cette petite chansonnette. Donner le tempo, c'est pas forcément faire la musique. Bah si, parce que Nicolas Sarkozy a réagi sur France 5 en disant que... Il y avait un problème, il y avait plus de construction de mosquées que d'églises. Sauf qu'il se trompe, Nicolas Sarkozy, il a oublié de dire qu'il y avait effectivement 2500 mosquées, mais en face, 100 000, plus de 100 000 églises qui sont liées à l'histoire. Donc, toute proportion gardée, le discours de Sarkozy d'il y a quelques années, il l'a dit, c'est une déclaration d'il y a quelques jours. C'était un peu dans le même contexte. Tout le monde veut récupérer ces sujets-là. Moi, il y a deux choses que je souhaiterais mettre très rapidement, en quelques secondes, je dirais, en évidence, c'est nous sommes là, autour du plateau, et nous avons chacun évoqué les sondages et le pourcentage éventuel de 15-17%. Et nous n'avons pas, à un moment donné, remis en question en quoi ce curseur pouvait être joué, manipulé. Vrai, finalement. Vrai, avec Ipsos, on sait qui appartient à Ipsos. Et donc, je suis un peu étonné, permettez-moi de le dire, qu'autour de cette table, à aucun moment donné, on ne s'est posé la question. Justement, moi je voulais dire quelque chose. Et justement, deuxième point, et j'interviendrai là, c'est que, et j'en discutais avec un ami hier, justement, c'est que Zemmour n'a pas attaqué Emmanuel Macron. Durant son débat contre Mélenchon, il ne l'a pas fait.
pour l'instant. Intéressant. Non, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même... Il ne peut pas l'attaquer. Une chose sur les sondages. Alors, je vous pose la question tout de suite, s'il vous plaît. Justement, c'est Je peux- vraiment... je- Oui, non, une chose sur les sondages. Alors, c'est- rapidement, C'est ouais. très juste parce que il faut se rappeler une chose. Je crois que c'est en 2002. En 2002, à peu près au même moment, octobre-novembre, il y avait un troisième homme qui courait à 12 ou 13%. C'était Chevènement. Ah ouais, c'est en 2002. Chevènement était crédité de 12%. Tout le monde disait attention, la France souveraine, Chevènement. À l'arrivée, 5% pour Il arrive, Chevènement. exactement. Évidemment. Donc, évidemment. faut- Non, mais ça, il ne faut jamais l'oublier. pas- Alors, moi, je vous pose une question. Alors, bien, bon, ce sondages, qu'Emmanuel bien sûr, Macron a on peut dit faire sur ça. l'Algérie, très bien, d'accord. Mais est-ce que vous ne voyez pas quand même, dans le président français, finalement, quelqu'un qui se révèle un véritable stratège? Il vient et il divise l'extrême droite. Bah, c'est ce qu'a fait François Mitterrand. C'est énorme. C'est ce qu'a fait François Mitterrand. Au fait, il ne fait que copier. Il n'est, je ne vais pas dire une copie, hein. François Mitterrand, c'est François Mitterrand et Emmanuel Macron, évidemment, chacune des personnalités. Mais j'ai l'impression quand même, avec mon regard de petit journaliste, que Emmanuel Macron s'inspire beaucoup de ce que faisait, souvenez-vous messieurs, François Mitterrand il y a quelques années, diviser pour mieux régner. Exactement. Et son tableau, Exactement. diviser pour mieux régner. Et- Et c'est ce qu'a fait un peu et- Nicolas Sarkozy. Mais c'est un fin politicien, Emmanuel Et Macron. c'est ça. Il faut le Et- savoir. Oui, mais tout Pour le monde l'avoir tout le interviewé, monde- justement, vous parlez du Beurre FM, je l'ai reçu en pleine campagne. Ouais. J'ai trouvé, j'ai de la même manière interviewé Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, je trouve qu'Emmanuel Macron est un véritable fin politicien. Et c'est La ça vérité. qu'on est en train de Et il est découvrir, redoutable. je pense. Redoutable. Et je pense que lui, son tableau idéal, pardonnez-moi Mathias, c'est d'inscrire cette élection avec un face-à-face Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Non, mais ce qui Sauf est qu'il peut- remarquable, Sauf Adil. qu'il peut se casser. Ouais. Non, mais- Il peut se casser. Oui, Attention. non, mais ce qui est remarquable, Adil. Il y a un énorme risque. Corrigez-moi si je me trompe. Il est président en exercice. Nous sommes à quelques mois de la nouvelle élection. Ok, très bien. mois, Et pendant qu'on parle de Zemmour, personne ne le critique, lui. Oui, mais Donc, et il divise l'extrême droite, et en même temps, il se met à l'abri. Mais c'est Du remarquable. Mitterrand. Du Mitterrand. Souvenez-vous à l'époque. alors, est-ce que c'est volontaire ou pas ça, Moi, je crois que c'est volontaire. Mais il est chose, Non, c'est de la politique. une chose est claire, c'est que Éric Zemmour, de fait, est l'idiot utile d'Emmanuel Macron. C'est sûr, puisque Emmanuel Macron a commencé par balkaniser, pas de Balkany, mais des Balkans, a balkanisé la gauche. Après, il a balkanisé, il a morcelé la droite. Le seul bloc qui restait, c'était le bloc Qui était unifié, qui était en train de plutôt, se, oui, c'est ça, voilà. qui était en train de Ouais, se constituer, qui même rassemblait un certain nombre. Et là, effectivement, on voit la fragmentation du bloc d'extrême droite avec cette fracture qu'on a déjà connue, d'ailleurs, au passage. Parce qu'il faut se rappeler de Jean-Marie Le Pen avec le MNR de Bruno De Maigret. Maigret, oui, mais On- ce n'était pas dans les mêmes proportions. Là, on est vraiment... non, c'était pas dans les mêmes proportions, mais c'était sur la même fracture. Parce que finalement, la ligne que défend aujourd'hui Éric Zemmour, curieusement, Maigret. c'est la ligne de Maigret. Ok. C'est exactement Ouais. cette ligne de fracture. Bon, voilà. Donc, qui gagne là-dedans, effectivement, aujourd'hui, mais c'est Emmanuel Macron qui tire les marrons du feu, puisque effectivement, il est le seul incontestable et incontesté dans son camp. Et le seul d'ailleurs qui risque de se retrouver. Qui de que ce nouveau, soit devant lui, président de la République. qui que ce soit devant lui, apparemment, Sauf il s'il est... se retrouve avec Éric Zemmour. Et là, c'est discutable. Je suis désolé. Là, c'est discutable. Moi, je suis sûr que si cette éventualité... Non, mais il va y avoir un soulèvement républicain, évidemment. Évidemment. Un Il républicain, peut pas- comme on l'a vécu Ben, avec Jacques bien Chirac sûr. et Le Pen. Il gagnera Et haut là, la main. Il gagnera haut la main, Emmanuel parce qu'à un Macron moment donné... se retrouvera À un effectivement moment donné, il a en face de lui... il a en avec face- 82%. Non, mais voilà, mais exactement. évidemment, il aura Oui. en face de lui un spécialiste, quelqu'un qui aura géré et la crise sanitaire et d'autres crises, et quelqu'un qui sort de plateau de télévision, c'est beaucoup moins sérieux quand même. Alors, Alors, on pour en revient conclure, encore Il est au temps que côté la France. rationnel. Il est temps que la France. Oui, mais le retour au rationnel, Moi- évidemment, quand on est face à des... Là, il faut moi, vraiment j'ai- décider. Là. Alors, on met qui Nader. au pouvoir? On met Zemmour au pouvoir? Ouais, Attention. Nader, moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui. Vraiment, je suis convaincu de cela. C'est-à-dire que si on veut sortir, vous l'avez posé la question tout à l'heure, si on veut sortir de ce marasme, en tout cas politique, etc., qui est en train d'envahir, en tout cas tout le monde, les esprits, etc., je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, souvenez-vous, c'est l'édit de Caracalla, en l'an 612, le droit de cité. Quand il a proclamé le droit de cité. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Le droit de cité qui doit revenir à la population. C'est à elle, évidemment, de s'emparer de la politique, de la chose politique plutôt,
d'accord, et de décider de ce qu'elle veut mener et de la manière dont elle veut mener. Mais je pense que c'est... Adil, je pense que là, Voilà. il y a une vraie question et un vrai débat à avoir, parce que je pense que Zemmour dit beaucoup plus qu'il ne dit, en fait. Et bon, là c'est parti, on va rester là jusqu'à demain, non, on va plutôt conclure, mais est-ce que c'est pas... Et c'est pour ça que ma question, j'y tiens quand même, quand je dis que c'est un danger pour la... Enfin, je pose la question, est-il un danger pour la République? Au-delà même de sa personne et au-delà même de ce qu'il dit, est-ce que... Et lui-même dit souvent d'ailleurs que c'est un problème aujourd'hui de civilisation. Est-ce que, en fait, dans son esprit, ou peut-être même que ça le dépasse, il n'y a pas aussi une espèce de questionnement sur est-ce que finalement la République, le régime républicain, c'est la meilleure chose qui soit, le meilleur type d'organisation qui soit pour la France aujourd'hui, pour relever les défis qui se posent à elle. Je pense qu'il a une idée là-dessus et que c'est pas tout à fait celle à laquelle nous avons été habitués. Indéniablement, il est soutenu par beaucoup d'industriels. Il est soutenu, je parle d'Éric Zemmour, il est soutenu notamment par certainement celui qui se trouve propriétaire du groupe CNews, et que je pense qu'ils sont en train de préparer la société de demain, me semble-t-il. Pour conclure, Jamel? Je dirais que décoller mettre en évidence ou en exergue le côté rationnel et le côté, je veux dire, impression rapide, c'est une erreur à mon avis, parce qu'on pourrait être tout à fait surpris du tournant que cela pourrait tourner en 2022, parce que si on se retranche uniquement sur le côté effectivement analytique et rationnel, on pourrait avoir beaucoup de surprises. Ouais, ça va être intéressant. Non, je pense que cette campagne va être intéressante sur tous les points de vue, politiques, sociétal, notamment. Et puis même, je pense qu'il va y avoir une conscience, une prise de conscience, énormément, je pense, y compris auprès des jeunes. Moi, je le vois régulièrement, les jeunes aujourd'hui qui se sont emparés de la politique et qui ont décidé, de toute façon, d'apporter leur contribution. Et je pense qu'à mon avis, c'est là que ça va venir de là. Il aura servi à ça. Ouais. Mathias Leboeuf, pardon. Moi, est-ce que c'est un danger pour la République? Je ne crois pas. Je crois que ces idées sont dangereuses, en revanche, parce qu'effectivement, elles fracturent. Et surtout, on est pris en otage c'est ça, de ces idées nauséabondes et des espèces d'obsessions d'Éric Zemmour. Alors, ça dit quelque chose sur la France, effectivement. Ça dévoile toutes les peurs que peut avoir le peuple français, des revendications minoritaires, des revendications à côté identitaires. Donc, et effectivement, il va cristalliser toutes ces questions. Zemmour, c'est ça, donne-le là, il va cristalliser tous les thèmes de campagne. Une fois que ça c'est fait, et c'est en train de se faire maintenant, je ne crois pas qu'il puisse être en situation d'apporter des réponses. Et quand même, à un moment donné, une élection présidentielle, ça se fait sur ce thème-là, sur la capacité à apporter des réponses. Et quand on lit les livres d'Éric Zemmour, et malheureusement, c'est ce que j'ai fait et dû faire pour mon boulot, franchement... Il n'y a aucune réponse. Il n'y a rien. Il n'y a que de l'invective. Il n'y a pas de projet. Ce qu'il dit sur les femmes, on n'en a pas parlé. Non, mais, oui, on n'a pas parlé des femmes, mais c'est ce qu'il dit sur les femmes. C'est intenable. C'est pas possible. C'est pas possible. On se croirait même en Arabie. Et encore. Et même là-bas, c'est... Oui, mais alors, remarque très juste, il y a quand même un énorme paradoxe, double paradoxe. Quel est le double paradoxe d'Éric Zemmour? Moi, ça m'amuse beaucoup. Le premier paradoxe, c'est que finalement, si on doit qualifier Éric Zemmour, c'est un rétrograde. Il est rétrograde sur toutes les questions. Et voilà. Et en étant rétrograde, bizarrement, il ressemble énormément aux gens qu'il dénonce. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dénoncer les musulmans fondamentalistes, mais finalement, il est le symétrique, en miroir, exact. Il est rétrograde comme ceux qu'il croit dénoncer. Première chose. Et puis la deuxième chose qui est assez amusante, c'est que c'est quand même extrêmement ironique et cynique que l'extrême droite française soit aujourd'hui portée par celui qui se définit lui-même comme un arabe berbère, juif arabe berbère. Et il représente l'extrême droite. Donc c'est intéressant. C'est quand même c'est drôle. C'est fou. Mais on n'a pas abordé, on n'aura peut-être pas le temps, mais la question économique qui était aussi centrale de la France par rapport aux pays
qui sont Ah, sur mais là, l'Algérie, mais là, etc. mais là, Parce que si on abordait cette question économique et le delta qu'il pourrait y avoir si Zemmour était président, avec les conséquences directes que cela pourrait avoir, ce serait justement éclairant. Ce serait éclairant aussi pour les électeurs. Mais cette donnée-là n'est absolument pas abordée. Je trouve cela. Moi, j'ai cette théorie pour finir. C'est que, en fait, la France, il y a des données qui ne changent pas. C'est la donnée géographique. La France est là, elle n'est pas ailleurs, elle est là. Démographique et économique. Et il se trouve que, en Europe, occidentale en tout cas, vous avez 3 pôles très importants que sont l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Et là, depuis le Moyen-Âge, vous avez ces 3 pôles un peu qui se regardent comme ça et qui ont longtemps été ennemis. Je rappelle que les nations qui ont tué le plus de Français sont les Anglais et les Allemands. Ce n'est pas les Arabes, c'est les Anglais et les Allemands. Exact. Non mais il faut être sérieux. Et puis, il y a cet équilibre entre ces 3 qui a toujours été... on a toujours tenté de garder cet équilibre entre les 3. Et que chacun, donc, a joué sa partition. Les Allemands, aujourd'hui, continuent de vouloir, finalement, pour rester costauds, entre guillemets, manger l'Europe de l'Est. Voilà, c'est notre jardin, c'est un peu Hitler, notre espace vital. Vous avez les Anglais qui veulent, eux, jouer la carte de leur relation privilégiée avec les États-Unis et le monde anglo-saxon. Et vous avez la France qui, traditionnellement, elle, a regardé vers le Sud. Et lui, Éric Zemmour, il vient en disant « les gens du Sud, c'est des méchants, c'est des pas beaux, il faut arrêter avec eux ». Mais c'est une faillite, même en Europe, pour la France, qui ne pourra plus garder ce poids vis-à-vis des Anglais et des Allemands. Si j'étais un ennemi de la France, mais je finance Éric Zemmour. Le suicide français, c'est lui. C'est-à-dire que... Mais c'est exactement, c'est exactement ça. En France, qu'on le veuille ou pas, c'est exactement ça. En France, qu'on le veuille ou pas, il y a ce que l'on appelle un État profond. C'est-à-dire que l'État profond n'est pas qu'en Algérie, qu'au Maroc. Non, en France, il y a un État profond c'est pas du complotisme, mais je veux dire qu'il y a des gens qui sont là pour garder les intérêts de la France et qui ne permettront pas... Alors tant mieux. Donc ça, Vous voulez faire référence à qui, aux oligarques ou Je ne dirai pas le contrat de ce que je viens de dire. Le temps qu'on réfléchisse à ça. C'est ça. Merci, messieurs. Il y a un État profond. Non, mais moi, vraiment, d'un mot. Hein. Moi, j'ai bien aimé cette métaphore. Non, vraiment d'un mot, j'ai bien aimé votre métaphore. Et finalement, comme en athlétisme, dans le demi-fond et dans le fond, si c'était lui-même le lièvre, Éric Zemmour. Ça peut, c'est possible. Hein. Non, merci à vous, merci beaucoup. Écoutez, j'espère qu'on vous aura aidé à réfléchir avec nous. N'hésitez pas à nous écrire, à nous dire un petit peu ce que vous voudriez qu'on aborde comme autre thématique, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer avec mes invités des thématiques qui vous concernent vous. À très bientôt sur RTV pour un nouveau numéro d'On en discute. Au revoir.